Donc, on est présentement avec Carl Thérien, professeur agrégé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, historien de jeux vidéo qui a publié le livre The Media Snatcher en 2019 au MIT Press pour les Platform Studies. Même truc que Dominique Arsenault a publié son livre Superpowers, Spoony Bards and Silverware, si je me trompe pas. Il y a un sous-titre. Mais est-ce qu'il y a un sous-titre à ton livre? Oui, il est trop compliqué et incitable, donc c'est toutes les déclinaisons de la plateforme que j'étudie, qui est la PC Engine ou la TurboGrafx 16, comme on la connaît en Amérique du Nord. C'est un exemple intéressant. Le constructeur japonais a voulu faire une espèce de mélange entre un PC et une console, donc il y avait constamment des expansions qui sortaient. Et donc le sous-titre rend compte des nombreuses déclinaisons du nom de la plateforme au fil du temps. Et non, ça vaut pas la peine de le nommer, ça serait trop compliqué. Ouais, donc on n'est pas ici pour parler de ton livre, malheureusement. Peut-être à l'avenir, on verra. Mais premièrement, salut Carl. Bonjour. Je t'ai invité aujourd'hui pour parler d'un sujet que je trouve intéressant, qui est un peu le copinage entre le complexe militaro-industriel et l'industrie du jeu vidéo. On se demande souvent, en fait, on se pose pas la question vraiment de quand est-ce que ça a commencé, ça, comme les jeux vidéo en tant que juste jouer à la guerre. Mais je pense qu'il y a une historique un peu plus profonde qu'on se l'imagine. Oui, on peut partir de bien des endroits dans l'histoire, donc c'est vraiment pas une histoire qui devrait être racontée avec un point d'origine unique, et je trouve que le mot copinage pour parler des relations entre l'industrie du jeu vidéo et l'industrie militaire est intéressant. Effectivement, c'est un terme qui est approprié, mais j'aimerais quand même commencer en soulignant que le développement de la science informatique des ordinateurs et donc le corollaire, le jeu vidéo, c'est quand même une des grandes réalisations du génie humain. Là, je veux dire, ça remonte à très très loin, donc on pourrait tracer une généalogie où il n'y a aucun lien avec le militarisme au départ, c'est-à-dire le code binaire qui est utilisé à ce jour pour encoder toutes les données sur vos ordinateurs, donc tout est converti en 0 et en 1 finalement. Le courant passe, le courant ne passe pas. Cette réalité binaire-là qu'on a inscrit dans les matériaux de mémoire de nos ordinateurs, le code binaire est inventé ou imaginé par le philosophe Leibniz à la fin du XVIIe siècle. Après ça, il y a différents penseurs, philosophes qui imaginent une espèce de cerveau mécanique qui pourrait nous assister dans certains calculs. Et encore une fois, c'est pas des gens qui sont préoccupés nécessairement par le fait militaire. Donc, Ada Lovelace va imaginer un des premiers programmes à partir d'un cerveau mécanique. J'utilise l'expression là, de manière très libre, créé par Charles Babbage, donc de Babbage Engine. Ada Lovelace, donc, imagine ce que pourrait être un programme informatique. Ils vont écrire longuement sur le sujet. Tout ça nous mène jusqu'au XXe siècle, où des gens comme Alan Turing vont continuer à conceptualiser sans avoir toujours les moyens de concrétiser les machines, mais ils vont imaginer ce que seront les ordinateurs, ce qui va devenir les ordinateurs une fois qu'on aura trouvé les processus industriels pour les matérialiser. Et le copinage avec le financement militaire vient un peu est forcé par la Deuxième Guerre mondiale. Et là, notamment, on va mettre M. Turing sur le système d'espionnage nazi, en fait, dans l'équipe qui permet de briser le code Enigma, la machine de communication nazie, et donc qui va permettre aux Alliés de gagner la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on va enfin pouvoir prévoir les manœuvres militaires de Hitler et de l'Axe. Et donc, M. Turing, s'il n'avait pas développé cette conceptualisation, cette schématisation de ces Turing Machines et de ce qui pourrait être vu comme des premières itérations de cerveau informatique, on n'aurait pas pu remporter la Deuxième Guerre mondiale, et ça va créer du même coup un incitatif pour financer largement ce type de recherche-là. Un des premiers grands ordinateurs, un mainframe, donc un ordinateur qui peut prendre un étage complet d'un bâtiment qu'on doit réfrigérer à grands coups. Un des premiers ordinateurs est aussi créé aux États-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale pour faciliter le calcul de tir d'artillerie. Donc le ENIAC, le Electronic Numerical Integrator and Computer,
donc émerge durant la Deuxième Guerre mondiale à l'Université de Pennsylvanie, qui va évidemment donner un avantage très net aux Alliés. Donc, je réitère, au départ, le jeu vidéo, c'est une tradition millénaire. Le jeu, c'est une tradition millénaire. L'informatique est une tradition de plusieurs décennies. Et il n'y a pas nécessairement de copinage à ce moment-là avec des visées militaires. Mais ça va s'installer au 20e siècle graduellement. Et oui, l'éclosion commerciale du jeu vidéo, l'industrialisation du jeu vidéo va reposer en partie sur le fait qu'on a développé des technologies via le financement militaire, mais qu'à force de les produire au niveau industriel, on va faire des économies et on va pouvoir envisager, certains innovateurs vont pouvoir envisager des versions qu'on peut commercialiser auprès du grand public. Donc des processeurs qui ne servent plus à calculer les tirs d'artillerie. De toute façon, j'imagine mal l'Atari 2600 faire des calculs de ce type. Mais oui, c'est quand même une conséquence de toute cette recherche militaire qui a eu lieu dans la première moitié du 20e siècle. C'est une recherche militaire qui est pas simplement pour c'est juste calculer des tirs d'artillerie, mais il y a aussi ça a été développé pour pratiquer, admettons, les tactiques aussi. Et donc là, il y a un autre aspect de la généalogie qui, encore une fois, qui est pas du tout linéaire. Là. Il faut vraiment parcourir l'histoire des idées, des innovations dans plein de directions pour bien rendre compte des questions que tu soulèves. Le vrai point d'origine le plus intéressant pour le sujet que tu as mis sur la table aujourd'hui, c'est le jeu de simulation guerrière bien avant le jeu vidéo, bien avant l'informatique. C'est ce qu'on appelle le Kriegspiel, ou le jeu de guerre, qui est un jeu de plateau. Imagine un Settlers of Catan, mais vraiment old school, vraiment rétro. Donc, c'est quelque chose qui émerge à l'époque des guerres napoléoniennes. Laisse-moi retrouver l'information. En fait, je l'ai dans un livre ici que je recommande à tout le monde. Donc, Debugging Game History, a Critical Lexicon, où il y a une entrée sur le Kriegspiel. Fort intéressante. C'est une série d'entrées encyclopédiques, donc qui veut nous donner des détails un peu plus précis sur certaines réalités. Et voilà, le Kriegspiel émerge, disons, la version la plus aboutie est présentée en 1824. Par un père et son fils, donc Reiswitsch, j'imagine que je prononce pas très bien ce nom allemand. Et ça va devenir rapidement un outil, oui, c'est présenté comme un jeu, Kriegspiel, mais ça devient un outil d'entraînement militaire. Et donc, on voit que bien avant le jeu vidéo, on est déjà dans cette logique-là qu'on peut utiliser le jeu pour faire, pour carrément entraîner non seulement des soldats, mais des subalternes, des lieutenants. On présente ce jeu-là. Donc, il faut imaginer une table en bois avec des tiroirs, avec des outils pour nous aider à calculer, avec un terrain en plâtre, un terrain en case qu'on peut remodeler selon différentes cartes tactiques, donc différents types de terrains, des unités qu'on peut déplacer sur le terrain avec des règles de vitesse de déplacement. Tout ça ressemble beaucoup à des règles qu'on a encore aujourd'hui dans des jeux de stratégie par tour ou en temps réel dans le jeu vidéo. Mais la généalogie ludique du RTS ou du jeu de stratégie remonte à bien avant l'invention du jeu vidéo. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Donc, les liens entre militarisme et jeu, ils existent avant l'invention de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et quand on présente ce jeu-là, le Kriegspiel, donc cette première incarnation dans une espèce de meuble finalement qui permet de déployer différents scénarios tactiques, on le présente à un général, et laissez-moi retrouver la citation, c'est quand même assez savoureux. Donc, un général de la Prusse qui dit donc, voyons, c'est pas du tout un jeu, it's training for war. I shall recommend it enthusiastically to the whole army. Et effectivement, à partir de 1824, il y aura une première production, non pas de masse, mais il y aura une production sérielle de ce type de meubles-là, de meubles-jeux. Et le but étant d'entraîner les soldats et les gens qui planifient, donc qui font la planification stratégique.
Ce qui est fascinant, donc, c'est que c'est à l'époque des guerres et ça aurait conféré un avantage clair à la Prusse sur certains de ses adversaires à l'époque. Ce qui me fascine un peu, c'est que si on retourne plus loin dans le temps, comme tu le mentionnes, la généalogie de la chose, on peut prendre une autre branche, puis on a Donjons et Dragons avec, puis Warhammer 40 000, qui sont comme pas nécessairement de jeux vidéo, mais c'est des jeux sur table, que encore une fois, on joue à la guerre, on pratique des tactiques, et potentiellement, on devient comme meilleur militaire. Incidemment, le parallèle est tout à fait pertinent, puisque les gens qui ont inventé le Donjon et Dragon tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc corrige-moi si je me trompe, là, j'ai pas toujours les bonnes informations en mémoire, mais Gygax et Arneson, je crois, au tournant des années 70, s'inspirent fortement des jeux sur table militaires dans la tradition du Kriegspiel. Le Kriegspiel, je l'ai décrit très sommairement, là, c'est pas juste un échec, c'est pas juste un jeu d'échecs bonifié avec plus de règles mathématiques pour calculer les tirs d'artillerie, par exemple, et les coups portés. La dimension du scénario est aussi très importante dans le Kriegspiel, et donc, par exemple, c'est escorter un convoi à travers la carte qu'on a dessinée pour cette partie. Donc, la dimension scénaristique est importante par rapport justement à un jeu plus abstrait comme les échecs. Et ce que Gygax et Arneson vont ajouter, c'est la dimension du personnage un peu plus anthropomorphe. Donc, les unités militaires qu'on contrôlait un peu en surplomb dans le Kriegspiel vont devenir des personnages qu'on peut développer. Il y a une partie de développement de personnages. Il y a un attachement très concret avec le personnage qu'on fait évoluer parce qu'on développe ses capacités au fur et à mesure qu'on parcourt les quêtes. Déjà dans le Kriegspiel, il y avait aussi la figure du Dungeon Master en français, je sais plus comment on dit, du maître de la partie. On avait ça le Umpire, donc le DM existait déjà à l'époque du Kriegspiel. C'est un peu le maître de jeu qui fait la narration des scénarios et qui c'est le seul à connaître l'ensemble des informations. C'est un jeu à information inégale, donc il y a le Fog of War déjà à l'époque du Kriegspiel. Il y a vraiment plusieurs des règles qu'on connaît, en fait, desquelles on profite encore aujourd'hui dans plein de designs ludiques qui existent déjà en 1824. Donc, c'est vraiment une généalogie fascinante. Et oui, ce qui va rendre ça encore plus populaire, parce qu'il y a un courant de fans qui émerge donc pour ce genre de jeu sur table après l'invention, disons, militaire de la chose. Mais progressivement, ce qui va populariser vraiment la chose, c'est le développement du RPG à partir de Donjons et Dragons. À la fois sur table et dans la version informatisée de ces jeux-là. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes compagnies comme SSI ou Avalon Hill qui font des jeux militaires, des simulations militaires, à la fois des jeux de plateau, des premiers jeux informatiques, des premières versions informatiques de ces jeux de plateau qui facilitent le calcul très lourd qui peut avoir lieu dans ces jeux-là. Et aussi, donc, les mêmes compagnies vont créer parmi les premiers jeux de rôle au sens où on l'entend, où on incarne un personnage, mais tu as tout à fait raison. Les calculs sont compliqués, les paramètres d'équipement, notamment toute la dimension de la gestion d'équipement est complexe, et c'est parce qu'elle évoque la modélisation militaire, la modélisation d'une situation militaire où il y a, une panoplie d'équipements, de technologies de pointe. Et donc, je ne sais pas si en jouant à Donjons et Dragons ou un autre de ces avatars, tu avais l'impression de devenir un fin stratège militaire, mais c'est un peu le cas. Fin stratège militaire, pas dans mon cas personnellement. C'est un thief un peu dirtbag qui prend toutes les opportunités qu'il peut. Mais c'est là je pense que, pas à partir de mon thief, mais à partir de l'idée que les calculs sont de plus en plus lourds, c'est là qu'on peut potentiellement envisager l'importance des jeux vidéo, dans le sens où j'ai l'impression que plus l'histoire avance, plus simuler finement les stratégies comme soit macro, dans le sens les mouvements de troupes, ou micro, comme l'individu comme tel, ça devient plus important. Donc, plus difficile à calculer. Donc, les ordinateurs sont de plus en plus prisés pour pouvoir simuler finement la guerre. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu viens d'affirmer, c'est-à-dire que oui, clairement, on a besoin de cerveau mécanique pour nous aider à calculer certaines de ces... on va appeler ça encore des tirs d'artillerie, là, pour revenir à l'époque historique où on a développé les gros ordinateurs pour aider à la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour nous aider à calculer tout ça, oui, il y a des joueurs qui se sont dit c'est très lourd,
ça serait vraiment plaisant d'avoir un ordinateur pour assister à tous ces calculs-là. Et donc, c'est vrai de dire que les premières décennies des plateformes de jeux vidéo, il y avait une course à l'armement, on va continuer la métaphore, pour avoir le plus gros processeur qui peut calculer de plus en plus d'informations pour mieux simuler non seulement des réalités guerrières, hein, il y a une grande diversité de jeux vidéo. Le jeu vidéo peut pas se réduire strictement à cette généalogie militaire. Mais il faut quand même nuancer donc ce que tu viens d'affirmer. Aujourd'hui, le besoin concret de créer des intelligences artificielles pour simuler la guerre se confronte à l'impératif ludique, c'est-à-dire personne n'aurait du plaisir à vraiment simuler une guerre dans un jeu vidéo parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement de complexité et bon de souffrance. Il y a plein de facteurs qu'on pourrait mentionner évidemment que ça deviendrait plus lourd, ça deviendrait du travail en fait, ça deviendrait de la gestion concrète et donc à un moment donné l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, je pense qu'elle augmente à certains niveaux, mais il y a une stagnation aussi. C'est pas ça qui fait qu'on développe, tu sais, dans les départements d'intelligence artificielle des universités ou des centres de recherche militaires, c'est pas le développement des jeux vidéo qui pousse de l'avant le développement de l'informatique. C'est réellement, à ce stade-ci, c'est le big data, le capitalisme de surveillance, c'est de développer des algorithmes qui sont capables de comprendre ce volume de données massives-là. Ça existe dans le jeu vidéo aussi, mais c'est pas la même échelle et, encore une fois, les joueurs ne seraient pas heureux d'être en compétition avec des intelligences artificielles qui sont de plus en plus intelligentes ou complexes parce que, comme ça arriverait avec des algorithmes de jeux d'échecs, ils seraient bottés le cul très rapidement. C'est pas ce qu'on veut et c'est un peu le projet Game Breaker que tu m'as évoqué quand tu m'as contacté. Donc, on développe des algorithmes pour s'adapter au niveau du joueur. C'est l'idée de game balance qui est très important. Et encore une fois, le but, c'est pas de toujours faire évoluer le nombre de calculs par seconde pour mieux simuler la guerre. À ce stade-ci, c'est pour mieux s'adapter aux joueurs et rendre l'expérience ludique fluide, agréable et équilibrée. Parce que quand il y a de l'équilibre, il y a un engagement optimal des joueurs. Et c'est ce qui fait, par exemple, que sans même avoir d'adversaires AI, le e-sport repose sur le fait qu'on est capable d'opposer des équipes avec une force semblable ou similaire. Sinon, ça serait très plate, c'est de voir une équipe torchée, pardonnez-moi l'expression, l'équipe adverse 37-0 ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, cette idée d'équilibrage ludique, elle est essentielle. Et si l'intelligence artificielle est convoquée dans le jeu vidéo actuellement, c'est pour essayer de raffiner cet équilibrage-là. Il ne s'agit pas de créer un général virtuel de plus en plus compétent. Ça fait longtemps, en fait, que les algorithmes d'opposants ludiques peuvent botter le cul des opposants humains. On utilise l'intelligence artificielle pour d'autres aspects de jeux vidéo, notamment l'aspect commercial, et là, c'est un peu moins reluisant encore que tout ce qu'on évoque aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Quand tu t'intéresses un petit peu au game design, tu commences les gens ils disent comme les intelligences artificielles dans les jeux vidéo sont poches, sont pas bonnes, mais c'est parce qu'ils sont comme généralement finement manipulés pour rendre l'expérience de jeu plaisante pour le joueur. Il y a eu un ajustement, donc on appelle ça l'ajustement tacite de la difficulté ou l'ajustement dynamique de la difficulté, DDA, Dynamic Difficulty Adjustment. Il y a des game designers qui ont souligné que ça existait déjà au tournant des années 80. Et ça pouvait être très subtil, du type vous êtes à l'arcade, vous avez mis votre 30 sous, vous êtes poche, vous avez perdu 2 vies très rapidement. Bon, la troisième partie, votre troisième vie, il va y avoir un peu moins d'ennemis. Il y avait déjà des algorithmes de ce type-là à l'époque, on vous le disait pas parce qu'on voulait préserver votre ego toujours si fragile. Si ça existe depuis 1980, vous pouvez être sûr que ces algorithmes-là ont été raffinés depuis. Parfois, il y a des jeux qui se gênent même pas. Je me souviens à l'époque de Oblivion, Elder Scrolls, tu peux changer la difficulté toi-même en cours de route si tu juges justement que l'équilibrage ludique n'est pas approprié. Mais le plus souvent, j'ai l'impression qu'on nous le dit même pas. C'est le phénomène dans les jeux de course, dans un Mario Kart, on va sortir un peu du registre militaire. Dans un Mario Kart, c'est ce qu'on appelle le rubber band, l'élastique. Peu importe à quel point vous avez, dans la simulation, vous seriez en avance ou en recul, on veut maintenir le suspense en créant cet effet élastique entre les différents joueurs qui coursent. Donc, on va vous rapprocher artificiellement à tout moment
pour qu'il y ait un suspense jusqu'à la fin de la course. Et vous pouvez être sûr que oui, parfois vous allez débusquer un algorithme de l'intelligence artificielle pour dire il est bien poche, il est bien simplet, mais vous pouvez être sûr qu'il y a toujours aussi des algorithmes annexes qui vont essayer de faire cet équilibrage-là. Donc oui, c'est pas l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo est pas l'exemple le plus flamboyant de ce qu'on peut faire en intelligence artificielle aujourd'hui. C'est clairement dans d'autres domaines de recherche où c'est développé à son plein potentiel. Mais il y a un paquet de rouages de ce type-là pour maintenir l'équilibrage ludique dans nos parties de jeu. Ouais, on maintient l'équilibrage ludique pour garder comme le joueur intéressé. Dans le cas des arcades, si t'as l'impression d'être mauvais, puis soudainement c'est comme là ça va un peu mieux, ben évidemment tu vas dépenser un peu plus d'argent. Exact. Et à l'arcade c'était toujours un modèle commercial un peu difficile parce que oui, tu voulais qu'il y ait un taux de roulement élevé par rapport à chaque 30 sous, c'est-à-dire tu voulais pas qu'un joueur, et c'était un problème, quand il y a des joueurs experts qui se sont développés, il restait 1 heure à la machine. Mais pendant ce temps-là, la machine ne peut pas accueillir de monnaie d'autres joueurs. Donc, l'équilibrage ludique que je viens d'évoquer, c'était vraiment, j'imagine, une exception pour les joueurs vraiment poches. Qui pouvaient pas, parce que sinon s'il y avait trop de frustration, ça pouvait créer une mauvaise réputation pour la machine, par exemple. Et donc il fallait, peut-être le maintenir quelques minutes, s'assurer qu'il soit pas expulsé trop rapidement. J'en profite puisqu'on parle de l'arcade, puis je vais sauter, donc je vais revenir directement dans le vif du sujet, parce qu'il y a un premier cas de copinage très intéressant en 1980 à l'arcade. C'est le moment où Atari produit la borne d'arcade qui s'appelle Battlezone, qui est un combat de tanks. C'est 2 tanks, et c'est fascinant pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas très bien l'histoire du jeu vidéo. Il y avait déjà des jeux 3D à l'arcade à l'époque, bien avant les années 90, bien avant les jeux de tir à la première personne de id Software. Il y avait déjà des jeux comme Battlezone qui fonctionnaient pas dans des images pleines et détaillées. Il n'y avait pas de texture. Il y avait ce qu'on appelait le fil de fer. Il y avait des arêtes en affichage monochrome vert. C'est très abstrait. Mais c'était en 3D. Donc, il y avait réellement chaque point dans l'espace, chaque ligne dans l'espace était calculée en fonction de 3 coordonnées, de coordonnées en 3 dimensions. Et donc, on pouvait évoluer à la première personne sur l'axe de la profondeur, faire des rotations. Et on était littéralement dans à toute fin pratique, un jeu de tir à la première personne. Même si on n'appelait pas ça directement comme ça à l'époque. Plus que ça, il y avait une borne d'arcade. Donc, par rapport aux consoles, l'arcade, comme c'est des machines qui coûtent quelques milliers de dollars, et c'est pas le joueur qui l'achète, c'est le tenancier de bar ou d'arcade, on investit un peu plus d'argent, on peut avoir les meilleures machines, notamment des machines qui peuvent faire du calcul 3D, comme dans Battlezone, mais on peut aussi intégrer des interfaces vraiment extraordinaires de l'ordre de ce qu'on appelle des interfaces technomimétiques, c'est-à-dire qu'ils vont imiter des technologies autres que le jeu vidéo, notamment 2 manches à balai qu'on aurait eu dans un tank et un périscope sur certaines versions de la machine. Donc, vous êtes littéralement dans un simulateur de tank, dans le sens où vous avez une interface qui ressemble à un tank et vous allez viser un peu comme si vous étiez en train de contrôler la vraie machine. Tellement que, si bien que Atari est approché par l'armée américaine, déjà à ce moment-là, qui demande à la corporation de produire une version pour les soldats. Et je note d'emblée, parce qu'il faut toujours souligner la dissidence, que Ed Rodberg, qui est un des créateurs principaux de la machine, est en beau maudit. Et finalement, il acceptera de collaborer, je pense. Enfin, je tiens l'anecdote de Wikipédia, j'ai pas parlé à M. Rodberg directement, mais dans leur tête, créer des jeux militaires ne veut pas dire cautionner l'armée américaine ou collaborer avec l'armée américaine. Donc, je pense qu'il faut vraiment séparer les deux choses. C'est pas parce qu'on parle aujourd'hui du copinage historique entre le complexe militaro-industriel et le jeu vidéo que des jeux militaires sont à tout coup une caution ou légitiment l'ensemble de l'œuvre. Et même, on pourra parler plus tard, si tu veux, il y a des grands jeux populaires qui, quand on joue au complet, on réalise qu'en fait, ils ont un point de vue très critique là, sur le militarisme. Mais donc, voilà, pour conclure l'anecdote, dès 1980, on approche, bien avant America's Army, bien avant le développement de cas beaucoup plus explicites de copinage, l'armée américaine approche Atari, qui est la plus grande corporation à l'époque de création de jeux. Ouais, c'est quelque chose qui a continué dans l'histoire. Atari, c'est
c'est peut-être pas le premier, mais c'est certainement pas le dernier. Puis moi j'avais l'impression que les choses étaient développées par l'armée américaine, par DARPA ou autres instances gouvernementales pour genre faire de l'entraînement. Mais souvent c'est pas nécessairement ça, c'est des compagnies qui ont comme besoin d'argent puis qui se font approcher par ou qui ont une idée de quand on peut utiliser on a entendu dire que nos jeux étaient bons pour entraîner des soldats. Fait qu'on va faire une nouvelle compagnie qui va faire des simulateurs pour entraîner des soldats comme Bohemia Interactive qui ont genre produit le jeu pour faire une histoire courte, produit le jeu comme très populaire DayZ. Ben eux autres, ils ont Bohemia Interactive Simulations qui produisent des simulateurs qui sont pas juste à l'armée américaine, on s'entend. Les autres, l'armée française, puis probablement genre danoise ou quelque chose comme ça, comme sont aussi entraînés avec leur simulation. Puis c'est pas nécessairement pour faire des meilleurs soldats en termes de genre on tire mieux ou quoi que ce soit, c'est pour entraîner la communication puis l'efficacité sur le terrain de combat. Tout à fait. Il faut bien... je pense qu'on peut distinguer là, deux tendances. La tendance hardware et la tendance software. Donc, la tendance hardware, le matériel, créer ces machines-là, c'est des investissements en recherche et développement faramineux. Donc, je parlais des machines d'arcade. Tu sais, les machines d'arcade, c'est un modèle intéressant parce qu'on peut investir un peu plus, justement, pour créer la machine, parce qu'on va la vendre à plusieurs milliers de dollars. C'est pas le particulier qui la jette, c'est un tenancier de bar qui a un peu plus de budget ou d'arcade. Donc, avant ça, il y a le développement militaire de pointe au niveau matériel qui va mener, par exemple, tu sais, ce qu'on vit actuellement au niveau de la réalité virtuelle. C'est une autre généalogie intéressante au niveau des liens avec le militarisme parce que un des premiers grands idéateurs et un des premiers grands innovateurs au niveau de la réalisation, la concrétisation des machines de réalité virtuelle, c'est Evan Sutherland. Vers la fin des années 60, donc en 68, si je me souviens bien, il invente l'épée de Damoclès, qui s'intitule comme ça parce que le casque est tellement lourd sur la tête de la personne que s'il n'y a pas un système pneumatique très élaboré qui tient le casque avec vraiment des câbles d'acier ou des supports très très lourds, ben la personne se briserait le cou. Là. Donc tout ça est circonscrit dans une pièce très limitée. Mais l'idée est là, et c'est en fil de fer, un peu comme Battlezone, comme je viens d'évoquer, mais bien avant. Et là, on est dans l'industrie, la recherche de pointe, financée, oui, en partie par un consortium de militaires et universitaires, on va dire ça rapidement comme ça. Et ces technologies-là, d'emblée, sont conçues avec les applications militaires potentielles. Je veux dire, Evan Sutherland, avec un collègue dont j'oublie le prénom, Evans, vont créer une des corporations les plus lucratives pour vendre des technologies à l'armée américaine. Et donc, ce qu'on appelle le visiocasque de réalité virtuelle, là, qu'on vous vend aujourd'hui comme un produit de divertissement extraordinaire, ben, il émerge à la base pour former des pilotes de chasse. En fait, c'est une des premières incarnations, c'est d'avoir une visière dynamique qui permet de superposer de l'information tactique pour un pilote de chasse dans un jet. Donc, imaginez un simulateur, un double simulateur immersif. Vous avez imaginez la stratosphère, comme au centre-ville de Montréal, vous avez une espèce de grand dôme où on va reproduire l'interface d'un jet, d'un F-18 ou je ne sais trop, et en plus de ça, vous avez le visiocasque qui est ajouté sur la tête du pilote. Donc, l'univers 3D, pas photoréaliste, mais quand même très réaliste pour l'époque, est projeté sur le dôme. Et en plus de cette projection-là immersive 3D, image de synthèse, vous avez dans le visiocasque, vous avez une visière sur laquelle on peut superposer des informations aussi. Et tout ça s'adapte au mouvement du jet, du jet virtuel piloté par le pilote. Et le visiocasque s'adapte au mouvement de la tête du pilote. Tout ça coûte des centaines de milliers de dollars. Hein? Et évidemment, il n'y a pas beaucoup d'instances qui peuvent financer le développement de cette technologie-là. Donc, aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, 50 ans plus tard,
on est au stade de commercialisation de produits grand public. Et encore que on nous a promis qu'on était rendu à l'année de la réalité virtuelle. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés à convaincre les gens que ça vaut la peine de dépenser 400 ou 500 $ ou 600 $ pour ce type de casque-là, même si, ben oui, effectivement, il y a des artistes extraordinaires qui s'approprient le dispositif et qui produisent des œuvres de réalité virtuelle à ce stade-ci. Et c'est toujours ça le fin mot de l'histoire, c'est que peu importe le caractère absolument avilissant et démoniaque des créations originales, il y a éventuellement une réappropriation par différentes instances culturelles là, dans ces phénomènes-là. Et c'est vrai pour le jeu vidéo. Et c'est vrai ça sera vrai pour la réalité virtuelle, si tant est que ça devient un média qui s'institutionnalise, que les gens commencent à consulter ou à utiliser de manière de manière plus constante, parce que là actuellement c'est pas encore gagné comme marché. Donc le software, c'est la deuxième généalogie, et là je vais te redonner la parole parce que je veux pas trop parler longuement, mais en plus de ce versant matériel-là qui est très coûteux, et donc c'est presque inévitable qu'il y ait un copinage avec l'industrie le complexe militaro-industriel, c'est presque inévitable considérant les coûts de production et d'idéation de ces machines-là. Le volet software, c'est beaucoup plus de l'ordre du soft power, donc un pouvoir culturel sur la population, et parfois c'est explicite, parfois c'est juste dans le fait qu'on baigne dans une culture militariste dans les fictions qu'on consomme, sans même pouvoir le nommer ou le remarquer. Hein. C'est tellement omniprésent, la culture militaire, dans les fictions vidéoludiques et cinématographiques, qu'on le voit plus vraiment à quel point c'est omniprésent, je pense. Et donc il y aura beaucoup de choses à dire sur l'aspect production culturelle. Ouais. On peut en parler tout de suite parce que je pense que c'est quelque chose qui est... Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment nord-américain. L'hégémonie culturelle américaine, états-unienne, dans laquelle nous autres, en tant que Québécois, on baigne pleinement dedans. On a comme pas vraiment le choix à un certain niveau, je pense. Ça fait que ça a comme normalisé un peu ces genres de discours-là, autant idéologiques que esthétiques. Donc, tu as souligné quelque chose de très important, que c'est facile de baigner dans cette culture-là quand on est du côté de l'Empire ou de l'hégémonie. Hein, on est pas très loin de la culture américaine, on est nous-mêmes donc descendants de l'Empire britannique et des empires français aussi. Actuellement, en études jeux vidéo, on est à l'étape des études postcoloniales. Et oui, effectivement, quand tu vis cette culture, cette omniprésence militaire dans les fictions populaires, d'un point de vue, je sais pas moi, d'un jeune Syrien ou d'un jeune Indien, d'un jeune autochtone, ben il y a des flamèches, hein, il y a des tensions et il y a de la colère tout à fait légitime. Et donc, je tiens à dire d'emblée que c'est un moment extraordinaire. Il y a des collègues en études de jeux vidéo comme Shuvik Mukherjee, qui est un jeune chercheur en Inde, qui a écrit un livre, donc Video Games and Post-Colonialism, ou qui a écrit plusieurs articles, qui parlent notamment donc des jeux de stratégie de colonisation. Et donc c'est une chose, hein, vous savez, moi j'ai grandi avec ces jeux-là, pas en tant que fan, mais je les ai vus se déployer, puis j'ai joué à quelques-uns comme Civilization ou Colonization. Et dans les années 90, il y avait rien de mal à ça, dans le sens où c'était perçu d'une manière ludique, de un. Donc, le but n'était pas de faire un statement sur le colonialisme, c'est merveilleux, et vous devriez essayer de faire plus de colonialisme dans votre vie. Non, pas du tout. C'était vraiment juste une espèce de simulation ludique de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, avec la réalité que le phénomène ludique fait que ça sera pas exactement comme dans l'histoire. Hein. Vous allez pouvoir altérer l'histoire, et le plaisir, c'est justement de prendre des acteurs historiques et de faire une histoire alternative, entre guillemets.
Reste que, comme Chuvik et bien d'autres chercheurs le soulignent, il y a toujours des biais dans les algorithmes, il y a toujours des biais dans la façon dont on construit ces univers-là, dans la cartographie des univers. Et voilà, donc Chuvik, dans un article récent que j'ai sous la main, attends un peu, je vais l'afficher à l'écran, donc un article qui s'intitule Playing Subaltern, Video Games and Post-Colonialism, qui a été publié donc dans le journal Games and Culture. Une très très bonne lecture. Il parle justement des différentes façons dont la pensée colonialiste s'incarne dans les jeux de stratégie en tour par tour ou en temps réel. Et comment, ça va quand même assez loin au niveau de la méconnaissance de l'autre. Ça peut être simplement la modélisation d'événements historiques qui sont des erreurs factuelles, des anachronismes, sans qu'il y ait de mauvaise foi, là, c'est juste des erreurs, parce que leur but, c'est pas de représenter l'histoire adéquatement non plus. À l'idée que, on ne tient pas vraiment compte du point de vue de l'autre dans la création de ces moteurs de jeu-là. Et notamment, c'est pas seulement la domination militaire qu'on nous invite à faire dans ces jeux-là, ça peut être aussi la domination cartographique ou territoriale, de l'ordre, par exemple, d'arriver sur un territoire en Inde dans un jeu vidéo, laissez-moi retrouver Empire Total War ou East India Company, ce sont deux jeux qui sont analysés dans l'article, et il y a aussi une analyse de Tropico pour ceux que ça intéresse. Donc cette idée qu'on arrive là-bas et qu'on va simplement, non seulement écraser militairement d'autres puissances, locales ou étrangères, on va aussi redéfinir le lieu. Et il faut bien réaliser que la domination coloniale et militaire, elle n'est pas seulement que physique, elle n'est pas seulement que militaire, elle se fait pas seulement à travers le sang, elle se fait aussi beaucoup à travers la domination de la carte. Et donc l'étude de comment on cartographie les lieux dans ces jeux-là est très révélatrice. Je vous invite vraiment à aller lire l'article. Et pensez-y, là, c'est bien plus près de nous, on peut trouver des parallèles évidents à comment, quand on est arrivé ici, on a redéfini pas mal des lignes territoriales, on a renommé certains lieux qui étaient déjà nommés, on a non seulement écrasé certaines populations par différents moyens physiques, mais on a aussi écrasé symboliquement. Et je pense qu'on pourrait aussi ouvrir cette discussion-là aujourd'hui, à quel point les guerres contemporaines ne se font pas que seulement de manière militaire, ou en fait elles se font à travers des guerres d'information et des guerres symboliques. Et la domination actuelle, le néocolonialisme, passe par bien des rouages qui ne sont pas strictement militaires. Ouais, la redéfinition du territoire, c'est un enjeu quand même... c'est un enjeu dans des places qui ont comme subi fortement le colonialisme, comme l'Afrique. Tu sais, la définition des frontières de l'Afrique, c'est pas faite par les Africains. Et plus près de nous, je veux pas... non, c'est bon. Je veux pas peser sur le bobo, comme on dit en bon québécois, mais les tensions que je viens d'évoquer, elles sont très vives actuellement au Canada, et à juste titre. Et pour faire un pont directement avec l'article de Chuvik, récemment, sur un article de Radio-Canada, un jeune autochtone, si je me souviens bien, de Thunder Bay en Ontario, joue à Civilization 6. On a intégré dans la... Civilization, encore une fois, c'est un exemple phare de la beauté de la culture ludique, du raffinement des systèmes de règles. Et comme je le répète, à mon époque, dans les années 90, il y avait peut-être des critiques, mais tout le monde réalisait quand même que c'était un jeu et que ça ne visait pas une représentation parfaite de l'histoire. Et ceci étant dit, on en produit plusieurs versions, et la 6e intègre le Canada et Wilfrid Laurier et un chef autochtone, le chef Poundmaker. Et évidemment que, comme Chuvik le souligne dans son article, il y a des anachronismes, il y a des incohérences. Le but n'étant pas de falsifier l'histoire, là. On est vraiment dans une simulation ludique. Mais dans le contexte où le Canada s'éveille à sa réalité
coloniale, aux exactions horribles dans notre histoire assez récente, ben c'est pas surprenant que des gens trouvent ça un peu scandaleux d'entendre Wilfrid Laurier. Et je pense que c'est vraiment un cas intéressant. Donc la personne qui a pris la parole souligne que Wilfrid Laurier, dans un jeu Civilization 6 qui annonce des choses comme je suis ici pour sauver votre âme, que vous le vouliez ou non. C'est le genre de dialogue, de ligne de dialogue qui peut apparaître dans Civilization 6. Et ben oui, ça choque. On peut se poser la question, est-ce que les concepteurs de jeux ont voulu faire une caricature de Laurier pour montrer justement à quel point c'était scandaleux qu'on ait cette attitude-là envers des nations autochtones? C'est possible. Et donc, peut-être que la critique devrait être nuancée. En même temps, je comprends vraiment pourquoi des gens, à ce moment-ci de l'histoire du pays, sentent le besoin de dire « Ouais, mais faites attention, là, on est au stade de découvrir des tombes ou de redécouvrir, parce qu'on savait déjà, mais de vraiment découvrir l'étendue de l'horreur. » Et peut-être que là, à ce moment-ci, c'est pas surprenant qu'on ait autant de critiques sur la représentation des peuples autochtones dans les jeux vidéo, la représentation de ces événements historiques troubles-là, même dans un contexte de simulation ludique qui, par défaut, veut se détacher de la véracité historique. Alors, on est à ce point-là, et je trouve que c'est très, très, très mature que le jeu vidéo soit arrivé à ce degré-là de questionnement. On représente l'histoire, on ne vise pas à bien la représenter, mais malgré tout, c'est un reflet des tensions actives au sein de notre société. Et voilà, peut-être que les concepteurs de jeux de ce type-là, de jeux de colonisation, devront essayer de se poser des questions de comment bien gérer ce type de représentation-là, maintenant qu'on sait ou qu'on est en mesure de regarder l'étendue de l'horreur un peu plus en face. Ouais, parce que les jeux vidéo participent à la culture dans le sens que souvent tu représentes quelque chose, mais tu représentes quelque chose comme d'un unique point de vue dans des situations complexes comme le Canada, les États-Unis, où on est encore on vit encore avec des peuples qui ont été écrasés par le colonialisme. Quand on produit des œuvres culturelles, est-ce qu'on se demande la question, c'est-tu juste comme le point de vue de nous, ou est-ce que ça représente comme le point de vue des autres aussi? C'est tout à fait légitime comme questionnement, et la bonne nouvelle, c'est que on est à un moment où il y a des possibilités de collaboration avec les Premières Nations très concrètes. Moi, je suis encore au début de ce processus-là, mais je trouve toujours des portes ouvertes, des gens qui veulent contribuer justement, par exemple, à choisir des corpus pour mes projets d'études historiques du jeu vidéo. Ben, j'intègre maintenant des points de vue autochtones, des chercheurs autochtones, parce que oui, ils sont là, ils sont même pas si durs que ça à trouver. Au niveau du design de jeu, il y a maintenant des créateurs comme le studio Awastaki, qui collaborent avec le studio Affordance, qui sont en train de créer un jeu où justement on alterne entre le point de vue du colon français et le point de vue autochtone, et ça, si j'ai bien compris le design, ça se reflète sur la perception même de l'environnement. Du même environnement. Et je trouve que c'est une très belle incarnation vidéoludique de comment nos cultures pénètrent nos regards sans même qu'on s'en rende compte finalement. Et oui, tu as complètement raison de le nommer ainsi. C'est comment ça détermine notre point de vue, nos perspectives, comment on va comprendre le monde qui nous entoure. Le jeu vidéo participe de toutes ces dynamiques-là, que les concepteurs le veuillent ou non. Et je comprends tout à fait un concepteur qui va dire « Ouais, mais moi, je voulais juste créer un jeu, j'ai pas trop réfléchi à ça, puis je suis vraiment désolé de voir que ça a pu causer autant de soucis. » Je comprends. En même temps, on est à l'époque où là, on a de plus en plus de ressources pour s'éduquer, on a de plus en plus d'interlocuteurs, et c'est ça qui est merveilleux, on a de plus en plus de gens qui veulent faire partie de la conversation pour essayer de juste même pas d'effacer ces jeux-là et de dire que ça n'existe pas des jeux qui simplifient à outrance ou qui banalisent le colonialisme. Moi, jamais je dirais que ces jeux-là devraient être bannis ou censurés, mais juste de créer l'alternative, c'est déjà extrêmement bénéfique pour une culture qui cherche à faire une réconciliation, juste de pouvoir dire on peut collaborer. Les gens sont là, les gens veulent collaborer.
Et donc, j'ai quand même confiance, comme je t'ai dit un peu plus tôt, on est dans un moment vraiment charnière de l'étude du jeu vidéo, de la création du jeu vidéo, où les chercheurs sont là, les chercheurs qui veulent exprimer ces points de vue-là ont fait des travaux extraordinaires pour nous inciter à se décentrer un peu, sortir du centre et voir de perspectives connexes. Et les créateurs sont là aussi. Les créateurs de tous horizons sont là et ils veulent collaborer, ils veulent prendre leur place dans cette industrie-là. Donc, peu importe la sévérité du drame qu'on évoque là aujourd'hui avec le copinage de l'industrie militaire et de l'industrie vidéoludique, je veux vraiment insister sur le fait que les solutions sont là. Les acteurs, les interlocuteurs sont en place. Et il y a moyen de détoxifier tout ça. Et il y a déjà plein de gens, en fait, qui le font. Ouais, au minimum, je pense que c'est important d'être capable d'avoir, gros minimum, un regard critique sur les choses qu'on consomme. Comme tu l'as mentionné, t'as pas nécessairement besoin de bannir tes civilisations ou Call of Duty tant que tu sais un peu d'où est-ce que ça vient, comment c'est produit, puis c'est quoi les alternatives, ou comme le point de vue qui est évoqué là-dedans, comment il peut être remis en question. Tout à fait. Puis tu viens de mentionner Call of Duty. Là, je tiens à... Moi, j'aime bien prouver qu'il n'y a pas de distinction entre culture de masse, culture critique, savante, universitaire. Je déteste ce type de cloisonnement-là où les gens qui ont un point de vue critique se cantonnent dans des œuvres plus artistiques ou des œuvres indépendantes et la pensée critique ne peut pas être déployée dans des œuvres populaires. Dans Call of Duty Modern Warfare, donc là je révèle mon âge ici, je parle vraiment de l'original autour de 2004, 5, 6, je sais plus exactement. Modern Warfare, le premier, je pense c'est 2008. 2008. Et je pense parce qu'il y a eu un remake récemment, je crois. Mais bref, le premier, Modern Warfare, offre un point de comparaison intéressant par rapport à ce que doit être America's Army. Je n'ai pas joué à America's Army, je m'y refuse complètement. J'ai regardé des extraits en ligne. Mais dans Modern Warfare, on incarne plusieurs soldats. Et il y a un moment très fort du jeu où on va vous faire incarner l'agonie d'un soldat. Et c'est pas ça que l'armée, dans ses simulateurs, veut vous faire simuler. Bien sûr, on va pas recruter... America's Army, c'est un outil de recrutement gratuit, développé financé par l'armée et qui utilise parfois certaines des meilleures technologies, des meilleurs engins de jeu, comme le moteur Unity ou Unreal, je pense. Donc, c'est un bon jeu, entre guillemets, développé par des gens qui ont le savoir-faire, qui veut recruter, qui veut exposer la réalité des soldats, et sans doute que oui, il y a des petits éléments dramatiques aussi, mais dans Modern Warfare, je me souviens qu'on m'a fait simuler l'agonie d'un soldat, dont l'hélicoptère, tu t'en souviens peut-être aussi, donc après notre hélicoptère se fait abattre, et là on imagine, on incarne pendant 2-3 minutes ce point de vue qui rentre au sol, et en se disant évidemment, mais il y a une moyen, je vais survivre, je vais me relever, je vais aller de l'avant. Et c'est pas exactement ce qui se passe. T'allais rajouter quelque chose. Ouais, si je me souviens bien, c'est la scène, elle se passe avec c'est après l'explosion d'une bombe nucléaire. Oui, tout à fait. En territoire. Fait que c'est à ce moment-là que ton hélicoptère perd le pouvoir, tu crashes, puis là, tu subis les conséquences non seulement du crash de l'hélicoptère, mais aussi de l'effet de la radiation, je pense. C'est un peu comme pour ça que ton personnage y agonise, puis c'est vrai que moi je pense souvent à Call of Duty Modern Warfare, le premier, à l'époque je me disais c'est un jeu qui dénonce un peu la guerre. Probablement pas tout à fait, mais je trouvais ça quand même exceptionnel. Cette scène-là, oui, je m'en souviens très bien, l'agonie de ton personnage, comme tu dis, tu penses que tu vas t'en sortir, mais non. Et de confronter, dans une franchise majeure, de confronter le joueur à cette réalité-là, que c'est pas tous des héros, là. Hein? C'est pas juste des belles histoires glorifiantes. Et je veux pas dire que toutes les fictions militaires le faisaient. Là. Je prends comme point de comparaison un outil de recrutement de l'armée américaine. Donc c'est un peu unfair. Call of Duty, les différents épisodes, je pense, rendent bien compte aussi de l'horreur de la guerre, là, mais typiquement, le but c'est de remporter la partie, le but c'est d'être le héros. Mais d'avoir cette dynamique-là d'agonie, de simulation de l'agonie du soldat, montre bien, je pense,
le potentiel critique de n'importe quel jeu vidéo. Et je suis pas en train de dire que si vous avez joué à tous les Call of Duty, que forcément vous allez développer un point de vue critique sur cette culture militariste-là, mais moi, j'ai joué à des first-person shooters la majeure partie de ma phase de gamer, de l'adolescence jusqu'à 25-26 ans, et ben ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui cautionne la culture militaire. En tout cas, l'idée de... Si on veut amener l'idée que le jeu vidéo peut abrutir, peut rendre plus imbécile et cautionner des cultures, il faut aussi lui donner le pouvoir d'émanciper les gens, de leur faire prendre conscience de certaines réalités. Et je suis convaincu que le fait d'avoir tué des milliers de personnes virtuellement dans différents first-person shooters me sans doute fait acquérir un point de vue un peu critique par rapport à cette emphase ou au désir de violence qui habite l'être humain finalement. Et certains chercheurs en Game Studies comme Janet Murray avaient déjà souligné que c'est un peu ça le gain du jeu vidéo, c'est que là, on peut non seulement plonger dans l'immersion d'une fiction pour vivre telle réalité de telle guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, dans différents films, mais là, on est confronté à la violence très directement, au point où on l'incarne, et on peut avoir une espèce de point de vue critique sur notre désir de violence qui finit par se développer en jouant aux jeux vidéo. Et là, je suis pas en train de dire que tous les joueurs vont développer ce point de vue critique-là en jouant à des jeux militaires populaires, mais il faut pas exclure la possibilité, et c'est pour ça que j'ai le point de vue qu'il faut pas nécessairement censurer cette culture-là, il faut pas nécessairement l'évacuer et la remplacer. Tant qu'il y a une cohabitation en différents paradigmes culturels, j'ai aucun problème avec l'existence de ces jeux-là. Je tiens seulement à faire le point que même des jeux de culture populaire peuvent développer ou intégrer des espèces d'accroches critiques qui vont inciter à avoir un point de vue décalé, un peu à décentrer l'espèce de glorification du militarisme et du soldat. C'est tout à fait possible, et même ça a été en 2012 à Spec Ops The Line, qui est un autre jeu qui un peu, c'est pas le même genre exactement, c'est un jeu de tir à la troisième personne, où on incarne un soldat et on va finir par réaliser que c'est pas que des héros. Pour le dire simplement, je veux pas révéler de punch, mais si ça vous intéresse, donc c'est un jeu très très bien réalisé, un jeu de tir très agréable à jouer au niveau mécanique, mais qui tente sans doute de faire développer un point de vue un peu plus décalé par rapport à cette culture-là chez le joueur, chez la joueuse. Ma collègue Christine Jorgensen a publié d'ailleurs un article qui aborde cette espèce de développement de l'avatar maléfique, ou enfin, je sais pas comment on l'appelle en français, le Evil Avatar, cette idée que, à travers une posture actentielle problématique, un soldat qui est pogné dans un scénario militaire qui comprend pas complètement, mais qui semble vraiment pas seulement pour sauver le monde de son propre mal, mais qui peut-être fait partie même d'une culture absolument horrifiante. Donc, d'avoir ces figures, ces avatars problématiques qui sont confrontés avec qui s'inscrivent, qui participent dans des cultures vraiment troubles, notamment la culture coloniale ou la culture de déploiement international de grandes armées comme l'armée américaine, ça peut aider. Ça sera jamais suffisant pour développer la pensée critique, mais ça peut aider au décalage, à recadrer la perception d'une manière un peu différente. J'ai quelques points à dire. On va essayer de garder ça quand même court parce qu'on pourrait comme s'étendre là-dessus assez longuement. À propos de Spec Ops The Line, j'avais joué à l'époque et moi ce que j'avais recensé dans ce jeu-là, c'est que c'était comme une critique plutôt formelle de l'idée du joueur en tant que héros à l'intérieur d'une fiction. C'est comme un recadrage de ça. Est-ce que tu te sens comme un héros? Parce que le jeu te pose la question très directement. Oui. Directement, mais indirectement en même temps. C'est des mécanismes intéressants. Et on pourra en parler un jour avec des divulgachis. J'adore le mot. Oui, je veux pas non plus, c'est ça, révéler trop d'informations. Et je veux juste dire que, tu me dis qu'on parlerait pas de mon livre, mais j'ai trouvé le moyen de le plugger pareil. Dans mon livre sur l'histoire des jeux vidéo, j'ai trouvé des exemples de jeux critiques ou qui pourraient avoir ces espèces de points d'ancrage à un recadrage du regard, à une espèce de...
on pourrait presque dire une distanciation par rapport à notre expérience esthétique du jeu auquel on est en train de jouer. J'en ai trouvé au tournant des années 90, à l'époque où le public cible, c'est les jeunes, soit les jeunes ou les très jeunes adolescents, en 13-14 ans environ, c'est le public cible à l'époque. Ça existe déjà, et je pense que c'est une généalogie méconnue qui mériterait d'être mieux connue, comme quoi le jeu vidéo, très rapidement, il y a des créateurs qui se sont dit, on peut l'amener à un niveau pas nécessairement supérieur, mais ouais, on peut faire ce recadrage-là. Le recadrage qui permet à des gens qui sont en train de s'éveiller à certaines réalités un peu plus troubles, de trouver un point d'ancrage fictionnel pour y réfléchir, pour se réfléchir un peu à distance. Un des trucs, c'est que, juste pour revenir à ce que tu disais tantôt, c'est à propos d'y réfléchir, on a fait je dis on, pas moi, là. Il y a des études qui ont été faites à propos de la violence dans les jeux vidéo, puis comment ça influence la violence vidéoludique et cinématographique, puis à quel point ça peut genre désensibiliser les gens. Puis apparemment que tu confrontes quelqu'un à une scène vidéoludique très violente, puis après ça tu lui montres des images de réelles violences qui sont passées comme dans les territoires de guerre, puis les personnes ne sont pas désensibilisées aux vraies violences. Ils sont désensibilisés aux violences vidéoludiques, aux violences cinématographiques, mais pas aux vraies violences. Les gens sont pas comme facilement manipulés dans les jeux vidéo. Ça nous rend pas des meurtriers. Non, et puis c'est une source infinie d'instrumentalisation politique, là, de panique morale sur est-ce que les jeux rendent violents. Donc on va pas plonger là-dedans. Je veux dire, on peut noter deux choses rapidement. Il y a différentes théories sémiotiques qui tendent à montrer qu'on a un répertoire dans nos encyclopédies, c'est-à-dire la totalité des savoirs qu'on emmagasine qui nous permettent d'évoluer dans le monde, d'évaluer le monde autour de nous et d'agir. Il y a un répertoire, disons, d'expériences concrètes du monde réel et un répertoire intertextuel qui repose sur notre expérience de la fiction et des médias. Et oui, les deux vont s'interpénétrer, c'est pas perméable. Pardon, c'est-à-dire oui, il y a influence de l'un à l'autre, mais je veux dire, il y a des réalités, la réalité de la guerre, moi je la connais juste à travers des expériences médiatisées. En même temps, il y a des images qu'on voit au bulletin de nouvelles de désintégration corporelle, par exemple, ou de désintégration de villes, dont l'horreur dépasse instantanément toute représentation qu'on peut en faire. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est dur, Dieu merci, c'est dur d'être complètement désensibilisé par rapport aux exactions concrètes commises par les hommes sur différents terrains militaires, différentes histoires coloniales. Mais du même souffle, j'ai envie de dire qu'il faut pas négliger le potentiel de normalisation. Et c'est ça le propre de certains paradigmes culturels, c'est de rendre pas complètement invisible, mais ordinaire. Est-ce que c'est... Donc, je parle de paradigme culturel. Dans un ouvrage majeur de l'histoire du jeu vidéo qui s'appelle Digital Play, de Stephen Klein, Greg DePuter et Monsieur Dyer Whitford, ils ont carrément théorisé l'idée d'un grand paradigme culturel, c'est-à-dire une espèce de chapeau de réduction de ce qu'est une partie de la culture vidéoludique à ce qu'ils appellent la masculinité militarisée. Et qu'est-ce qu'ils entendent par là? J'ai pas le temps d'en parler très longuement, mais grosso modo, c'est qu'on a établi depuis un bon moment dans l'industrie culturelle du jeu vidéo qu'il y avait une recette qu'on pouvait faire fructifier entre un public cible de jeunes hommes ou d'adolescents ou de jeunes adultes mâles et des fictions militaires et des scénarios imaginaires militaires. Et effectivement, si vous regardez l'ensemble de la production vidéoludique, je vous rassure, là, il y a des choses qu'on connaît moins, il y a des choses moins visibles, il y a une grande diversité dans l'histoire du jeu vidéo. Mais ce qui est le plus visible et ce qui est sans doute le plus vendeur, ce sont effectivement des jeux militaires. Que ce soit des jeux de tir à la première ou troisième personne, que ce soit des jeux
stratégique en temps réel ou tour par tour. Et comme je l'ai dit plus tôt, même la généalogie du jeu de rôle à la Donjons et Dragons peut être rattachée à la généalogie militaire. Et comme tu l'as souligné, ça nous permet de développer notre pensée un peu tactique ou stratégique pour faire de meilleurs combats, pour être un meilleur stratège. Ça commence à faire beaucoup de genres qui sont imprégnés de militarisme. Et encore une fois, j'ai pas un point de vue de censeur ou il faut absolument mettre la hache dans ce type de culture-là. Je conçois très bien qu'il y a un réel plaisir à imaginer des scénarios de ce type-là parce qu'ils sont complexes, parce qu'on peut entrer en compétition, on peut vivre pleinement tous les plaisirs ludiques à travers ce type de jeu-là. Mais l'omniprésence de ce type de scénario-là vient quand même banaliser le fait qu'on vit dans une culture où le gouvernement américain investit 700 milliards par année dans l'armée. Et le Canada, plusieurs milliards. Et donc, différentes grandes puissances mondiales se définissent encore au niveau de leur puissance effective par la puissance militaire à coût de milliards et de centaines de milliards de dollars. Avec les chefs de file, donc armée américaine, armée israélienne, etc., etc. C'est pas banal. Je suis pas en train de dire que l'un crée l'autre ou que c'est parce qu'on a des fictions militaires que on devient moins critique ou plus endormi par rapport à cette réalité-là. Mais il y a quand même, c'est utile d'observer, de faire cette observation-là de manière conjointe. On investit en Amérique du Nord des centaines de milliards de dollars en équipement et en personnel militaire. Qu'est-ce que ça dit de nous? Et qu'est-ce que ça dit après ça qu'on, pour s'éloigner de l'horreur du monde dans lequel on vit, qu'on s'immerge qu'on se projette dans des scénarios militaires aussi largement, qui sont une version bien partielle de tout ce qui se trame au niveau de la réalité militaire sur le terrain et pour la vie des soldats et des femmes dans l'armée notamment. Je pense qu'on a encore le temps pour deux interventions. J'aimerais dire que tu parles de normalisation puis que les fictions vidéoludiques et cinématographiques, c'est des vecteurs de propagande. Ils partagent c'est de l'imagerie idéologique en fin de compte. Oui, et ça a été analysé, si ça vous intéresse, il y a plusieurs ouvrages là, qui traitent de ça. Donc, j'ai mentionné Digital Place, si vous voulez, un livre des mêmes auteurs qui parle un peu plus des rouages de l'Empire et de l'idéologie. Games of Empire, de Nick Dyer-Whitford et Greg DePuter. Il y a plusieurs articles dans ce sillon-là. Donc, ils ont développé un peu la discipline qu'on appelle l'économie politique, où enfin, c'est vraiment les sciences politiques et qui font faire des lectures un peu justement de l'idéologie et de mieux comprendre qu'est-ce qu'on représente à travers ce type de jeu-là et de fiction. Tu as parlé du cinéma aussi, on pourrait en parler longuement au cinéma aussi. Malheureusement, je pense pas qu'on a particulièrement le temps de plonger dans... ça aurait été super intéressant. T'avais mentionné avant qu'on commence l'entrevue le Marvel Cinematic Universe. On va juste prononcer le nom comme ça, peut-être garder les gens intéressés pour un autre épisode. Ben, on peut juste dire ce qu'on avait dit rapidement, c'est que c'est dans un monde où on investit des centaines de milliards de dollars dans l'armée. Et je suis même pas en train de dire quelque chose de radical de genre mais l'armée ça devrait pas exister puis tout le monde devrait chanter Kumbaya My Love ensemble et je suis même pas un idéaliste à ce niveau-là, je comprends très bien pourquoi les armées existent, mais dans un monde où on investit autant dans la vision militariste des interactions entre les nations, c'est peut-être pas édifiant qu'on ait un Marvel Cinematic Universe où on représente les soldats héros avec des costumes colorés puis des super pouvoirs puis un empuissancement que tout le monde devrait valider ou rechercher. Et je dis ça, il y a plein de fans de la Marvel Cinematic Universe qui doivent dire mais Carl, je consomme ça d'une manière complètement séparée à ma compréhension du monde réel. Et oui, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont pas dupes du fait que c'est noyé dans l'idéologie et que c'est tellement gras, que c'est tellement évident que ça devient inefficace comme vecteur de propagande. Donc, je suis pas en train de condamner. Je veux juste dire que c'est pas banal qu'on ait créé une culture de fiction militaire à ce point alléchante et même qui vont cibler des enfants.
Pensons-y, là, je veux dire, il y a plusieurs figures de cet univers-là qui sont des soldats glorifiés, des stratèges, des espions, mais avec un suit coloré. Couleur bonbon. Couleur bonbon. J'aimerais finir l'entrevue en posant la question sur... j'ai parlé de braconnage l'autre jour avec mon invité où on peut braconner des systèmes de surveillance. Est-ce que les gens qui braconnent l'idéologie ou les jeux de guerre, je pense qu'il y a une couple d'exemples que j'ai pas sous la main, mais je suis pas mal sûr que ça existe. Donc, je vais détourner un peu la question parce que j'ai pas la réponse directe, mais j'ai une réponse quand même très pertinente. Donc, je connais pas très bien cette culture du hacking. Par contre, il y a un ouvrage récent de mon collègue Jaroslav Švelk, qui est en Tchéquie, Gaming the Iron Curtain. Donc, voilà, son pays était derrière le rideau de fer à l'époque de la guerre froide, sous contrôle communiste. Le jeu vidéo est interdit dans ce pays-là, comme dans plusieurs pays de l'époque. Et donc, il fallait importer illégalement des consoles ou des ordinateurs. Et donc, le potentiel de hacking et surtout le potentiel de résistance, c'est vraiment incarné dans cette histoire-là. Et c'est fascinant. Donc, ils ont hacké, ils ont été dans d'autres pays, donc au Royaume-Uni notamment, ils ont pris un ordinateur qui s'appelle le ZX Spectrum, qui est un tout petit ordinateur, pas très puissant, mais comme il est tout petit, il pouvait s'insérer facilement dans une boîte de chocolat. Et il pouvait être ramené, alors les gens pouvaient passer la frontière sans que ce matériel illégal soit repéré. Et là, on est bien avant l'Internet, là, on est vraiment au tournant au début des années 80. Ça a permis à plein de jeunes gens dans ce pays-là de coder et de faire des jeux pour critiquer le pouvoir totalitaire en place. Et aujourd'hui, c'est connu, mais à l'époque, c'était complètement invisible. Pourquoi? Parce que l'État totalitaire avait mis en place un appareil de surveillance, donc de propagande de son idéologie, bien sûr, mais aussi de surveillance des dissidents et des hackers de ce monde. Et ils avaient un programme de surveillance pour le cinéma, pour la presse, pour tout type d'expression, sauf l'expression qui n'existait pas officiellement dans le pays, l'informatique et le jeu vidéo. Il n'y avait pas de machine, donc c'était pas vendu, donc en théorie, personne ne pouvait utiliser ces outils-là pour créer quoi que ce soit, un message anti-gouvernemental. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont importé illégalement la ZX Spectrum, ils ont créé une culture hobbyiste de développement de jeux, et ils se copiaient les jeux. C'était très facile à l'époque de copier les jeux. Plusieurs jeux, et c'est ce que Jaroslav met de l'avant dans son ouvrage, plusieurs jeux avaient une valeur critique, dénonçaient la propagande du gouvernement. Et le gouvernement était complètement dupe de ça parce qu'ils pensaient qu'ils avaient réussi à stopper cette culture ludique de se déployer dans leur pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce pays de l'ancien bloc soviétique, communiste, pardon, il y a le jeu vidéo est le morceau de culture le plus édifiant pour les gens qui se sont émancipés de ce système totalitaire-là. Et c'est pas rien, là. Je suis en train de dire que c'est pas le grand art, c'est pas un grand génie artistique dans des médias bien connus qui ont réussi à créer cette émancipation-là. C'est des jeunes hackers qui ont volé une technologie qui émerge dans un contexte militaire, qui a été employée par l'armée. Voilà. C'est un moment très édifiant de l'histoire du jeu vidéo, méconnu, mais qui maintenant, grâce à Jaroslav, est de plus en plus connu. Et Jaroslav a été plus loin. Actuellement, il a recréé certains des jeux pour les rendre accessibles sur les plateformes modernes. Et donc, dans les musées tchèques, pour des générations à venir, comme moment de bravoure, de résistance face à l'aberration et au contrôle totalitaire d'une culture militariste de facto, il y aura le jeu vidéo. Excellent. Merci beaucoup, Carl. On va rester critique à l'égard de la culture. Quelque chose à plugger en bon québécois?
Non, merci beaucoup pour ton invitation et puis je suis très très heureux de pouvoir rendre visibles certains des travaux et certains des arguments qu'on a abordés dans cette entrevue. Je précise que voilà, oui, on est chanceux au Québec, on est à un moment où les études du jeu vidéo se déploient à un niveau phénoménal avec des gens à l'UQAM, des gens dans toutes les universités, et à l'UDM, on est chanceux aussi parce qu'au département, il y a maintenant un programme de majeur en études du jeu vidéo et avec des cours de création aussi, donc majeur en jeu vidéo. Si les sujets qu'on a abordés vous intéressent aujourd'hui, n'hésitez pas à peut-être venir assister à certains cours ou à vous inscrire chez nous. Il y a un grand engouement pour ce nouveau programme-là et on a de jeunes professeurs chargés de cours extraordinaires qui sont tous et toutes assez critiques, fans. On est tous fans de jeux vidéo. J'espère que vous l'avez bien senti dans mon discours, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut demeurer très critique tout en demeurant amoureux de cette culture vidéoludique. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.